Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité est Cédric Schweitzer, qui était jusqu'à il y a peu en charge du comité international de la Croix-Rouge au Yémen. Le Yémen, un pays qui est aujourd'hui en proie à une véritable guerre entre une coalition d'un côté qui soutient l'ancien président, mené par l'Arabie Saoudite, de l'autre côté les rebelles Houthis. On parle d'un bilan de plus de 2500 morts sur le terrain, mais on parle surtout d'une situation humanitaire catastrophique. On entend beaucoup dans les cercles onusiens, attention, il va y avoir une catastrophe. Est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'on est vraiment très proche ou déjà enclenché un cycle de catastrophe? Oui, bonjour. On est aujourd'hui à l'orée d'une catastrophe humanitaire. En fait, le Yémen a toujours été très fragile en termes de besoins de la population, à la limite un petit peu de tomber dans une situation extrêmement précaire. Et aujourd'hui, cette nouvelle couche de conflit, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un conflit supplémentaire qui s'additionne au conflit précédent qui perdure, amène à une situation qui met la population civile aujourd'hui sous très forte pression. Aujourd'hui, je crois, la seule solution, ce n'est pas nécessairement que des organisations humanitaires puissent y répondre. On va pouvoir faire quelque chose, mais la réponse principale va être celle des États pour prendre des décisions politiques, pour permettre, alors je peux vous donner des exemples, les soucis principaux qu'on a, c'est l'accès du fuel, de la nourriture et des médicaments. Et quand on parle du fuel, on ne parle pas simplement de la mobilité, on parle de deux choses principales. Les hôpitaux, qui aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'électricité au Yémen, doivent simplement se baser sur le fonctionnement de générateurs. Leur réserve de fuel est complètement terminée et ils ne peuvent plus aujourd'hui fonctionner normalement. Les machines de dialyse ne fonctionnent plus. Donc ils sont obligés de fermer un certain nombre de services à l'intérieur des hôpitaux, avec aujourd'hui déjà des centaines de patients qui sont à risque. Mais le problème principal, si on regarde par rapport au fuel et l'accès au fuel, c'est l'eau. On connaît tous que le Yémen a un réel problème d'accès à l'eau et on parle que le Sanaa pourrait être une des premières capitales au monde à devoir se déplacer faute d'eau. Mais aujourd'hui, la seule façon d'avoir accès à l'eau, c'est par les rivières, il n'y en a pas, ce n'est pas des lacs, il n'y en a pas. C'est simplement l'eau fossile qu'on peut pomper très profondément qu'à travers des stations de pompage et donc du fuel. Et s'il n'y a pas de fuel, on retrouve quelques 26 millions de populations à un risque très élevé. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 4 à 5 semaines qu'on est en train d'essayer de mobiliser la communauté internationale sur ce risque à venir. Si rien n'est fait dans les jours à venir, on va se retrouver face à une catastrophe humanitaire majeure. Mais alors, justement, parce qu'on utilise souvent l'expression catastrophe humanitaire, dites-nous concrètement, qu'est-ce que serait une catastrophe humanitaire au Yémen? Moi, j'aime pas, effectivement. J'aime pas parler des catastrophes, j'aime pas alarmer pour alarmer, mais aujourd'hui, c'est vraiment une situation qui est dramatique. Il s'agit que en tout cas 80% d'une population de 26 millions d'habitants vont plus avoir accès à l'eau. Donc 20 millions de personnes. 20 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau, ça veut dire des gens qui peuvent mourir en quelques jours parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'avoir accès à l'eau. Et d'abord les enfants et ensuite l'ensemble de la population. On parle de gens qui vont mourir de soif. Et vous savez la rapidité. De millions de personnes qui sont... On parle de millions de personnes aujourd'hui à risque, dans l'ensemble du pays. Et vous dites que vous essayez de mobiliser la communauté internationale. Est-ce qu'elle écoute ou est-ce qu'elle a la tête ailleurs? Elle écoute. Je pense qu'il y a beaucoup de crises aujourd'hui à travers le monde. Aujourd'hui, on ne veut qu'elle agisse au-delà d'écouter. Parce que maintenant, je crois qu'il y a une conscience de la crise humanitaire à venir. Il y a une nécessité de décision, de prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'on nous a demandé au départ, mais pourquoi les organisations humanitaires telles que CICR, MSF ou les agents des Nations Unies n'interviennent pas? Ils fournissent l'eau. C'est juste impossible. La seule façon pour pouvoir s'assurer que la population bénéficie de l'eau ou que les hôpitaux puissent fonctionner, c'est que le système commercial refonctionne de nouveau. C'est-à-dire que les tankers puissent arriver au Yémen, l'importation du fuel, et qu'ensuite que les différentes parties qui se battent à l'intérieur du pays puissent ou laissent passer ce fuel pour être distribué dans l'ensemble du pays, et en tout cas ces structures les plus essentielles. Alors une des questions, c'est de savoir, oui, mais ce fuel va être utilisé à d'autres fins militaires par certains des partis sur le terrain. Oui, certainement. Vous l'avez vu, ça? Ça se fait, il ne faut pas être naïf, je veux dire, on est en guerre, donc c'est utilisé. Mais ce que nous, on veut s'assurer, c'est qu'en tout cas, le fuel soit distribué en priorité aux lieux les plus nécessaires pour la population civile. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire comme suivi. Alors, pour parler de façon toujours concrète, il y a une sorte, même si ce n'est pas officiel, de blocus maritime du Yémen. C'est l'Arabie Saoudite, en gros, qui l'orchestre. Que vous disent les Saoudiens? J'imagine que vous êtes allé les voir en leur disant « laissez passer des tankers parce que c'est nécessaire à la survie du peuple yéménite ». Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Alors, comme vous dites, il n'y a pas de blocage officiel aujourd'hui. C'est de facto une partie du problème. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une très petite minorité de tankers qui peuvent rentrer dans le pays et donc il n'y a pas suffisamment d'importation de fuel. Et ça, c'est quelque chose, on essaie d'avoir de la communication avec la coalition, avec les Saoudiens en particulier. On n'arrive pas nécessairement à avoir un contact direct pour vraiment soulever ces préoccupations. On essaie justement de passer par d'autres pays qui puissent influencer pour vraiment leur dire, vous devez influencer pour s'assurer que la coalition et les Saoudiens en particulier comprennent la nécessité d'ouvrir ce blocage inofficiel, mais aussi, de notre côté, avoir des contacts avec l'ensemble des partis au Yémen, que ce soit les Houthis, que ce soit les Popular Committee, les différents alliés des Popular Committee, pour qu'une fois que ce fuel rentre, il ne soit pas attaqué et que les camions puissent être distribués. Et la seule manière de le faire, ce sera à travers remettre en place le système commercial qui existait auparavant. Alors, les Saoudiens, apparemment, ne veulent pas vraiment vous écouter, et les Houthis, qui, dit-on, sont soutenus par l'Iran. C'est compliqué. Dans une situation de conflit, c'est toujours compliqué. On a la facilité, le CICR, au niveau du Yémen, d'être accepté, d'avoir une bonne acceptation de l'ensemble des partis, aussi un bon accès dans l'ensemble du pays. Mais ça reste compliqué en situation de conflit. C'est toujours compliqué, quand tout le monde est sous pression, de pouvoir convaincre de la nécessité de laisser des véhicules ou alors d'avoir de l'assistance qui est transmise à ses ennemis et de passer un checkpoint en disant « ce camion-là, il n'est pas pour vous, mais pour vos ennemis, vous combattez un peu plus loin ». On a le dialogue. On a des garanties reçues par les partis. Alors, ce sont des garanties orales, à voir comment ça se concrétise sur le terrain. Mais aujourd'hui, on a fait notre part par rapport au Yémen pour s'assurer qu'une fois que le fuel rentrera, il sera en tout cas distribué, peut-être pas uniquement, mais en tout cas distribué à ces biens essentiels. Maintenant, on veut aussi que la coalition comprenne de la nécessité d'agir urgemment pour laisser rentrer ces tankers. Et une fois encore, pas miser sur uniquement les organisations humanitaires. On n'a pas les capacités dans l'ensemble. On doit vraiment compter sur le système commercial qui existait auparavant au Yémen. Et donc, vous allez voir les alliés occidentaux de l'Arabie saoudite, les États-Unis, la France, qui s'est rapprochée notablement de l'Arabie saoudite. Oui. Ils relaient votre message ou ils font attention de ne pas froisser certaines susceptibilités? Non, je crois que quand on parle et je crois que tout le monde est conscient de la crise humanitaire à venir, donc personne ne peut nous dire que non. Donc, de tous les entretiens que j'ai faits, que ce soit aussi à Téhéran, que ce soit à Moscou, mais que ce soit, comme vous dites, aux États-Unis, avec la France, avec Londres, il y a une volonté de trouver une solution. Il y a une volonté de s'assurer que des solutions soient prises rapidement pour pouvoir répondre à cette urgence à venir. Donc, une fois encore, on n'est pas dans une catastrophe humanitaire aujourd'hui. On est dans une situation très compliquée, mais tout le monde est conscient que si rien n'est fait aujourd'hui, la catastrophe va venir. Et en tout cas, des feedbacks que j'ai reçus, il y a une volonté d'intervenir, de faire, je ne sais pas si c'est de la pression, ou en tout cas de convaincre. On espère que ce sera concrètement le cas. Parce que sinon, c'est vraiment très inquiétant. Alors, il y a aussi d'autres acteurs sur le terrain que les deux principaux. Évidemment, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, oui. Même l'organisation de l'État islamique, en plus de tout ça, qui sans doute bénéficie du chaos ambiant. Comment est-ce que vous, en tant qu'humanitaire, vous interagissez? Déjà, est-ce que vous interagissez parce qu'il y a des gens dans le besoin, y compris dans des zones contrôlées par ces groupes? Le Yémen, c'est un pays extrêmement compliqué. On peut le comparer à un millefeuille, avec des tribus, des sous-tribus, des clans, des sous-clans. Effectivement, pour pouvoir accepter, pouvoir faire le travail humanitaire et sortir simplement de la capitale, on a besoin d'avoir un contact avec l'ensemble des partis. Donc Al-Qaïda en fait partie, Al-Qaïda péninsule arabique. On a des contacts avec eux réguliers pour s'assurer des garanties de sécurité, pour s'assurer que le CICR a l'autorisation d'aller voir la population civile. Et c'est le cas. Et on a même arrivé à pousser ce dialogue, à même commencer à parler de problématiques de conduite d'hostilité, de parler de droit international humanitaire. Et on a des échanges avec eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à obtenir à travers les années. Et aujourd'hui, on a une acceptation de ce groupe et une compréhension de qui est le CICR et comment il agit. Maintenant, il y a effectivement une nouvelle dynamique il s'appelle même l'État islamique. Je ne suis pas nécessairement certain que c'est lié aujourd'hui à la situation globale du califat. Mais il y a une nouvelle tendance, peut-être un peu plus extrémiste encore, qui nous pose des préoccupations en termes sécuritaires. On a besoin de les connaître, ils ont besoin de nous connaître pour nous assurer des garanties de sécurité pour pouvoir continuer à travailler au Yémen. Sans ça, c'est impossible. Mais le fait que le CICR discute avec Al-Qaïda dans la péninsule arabique est souvent considéré peut-être comme la branche la plus dangereuse ou la plus efficace, entre guillemets, d'Al-Qaïda. Et vous semblez dire que les choses se passent peut-être mieux avec eux qu'avec d'autres acteurs. Ça ne pose pas un problème moral ?
Non, je crois qu'on ne peut pas comparer. On a, avec le temps, établi des contacts nécessaires pour pouvoir être connu, être accepté au Yémen, comme avec Al-Qaïda, qui nous connaît. Peut-être qu'avec la coalition, peut-être qu'avec les Saoudiens, on a besoin de temps pour construire des ponts, pour se connaître, pour pouvoir discuter. C'est une opération qui est récente, 3 mois jour pour jour, aujourd'hui qu'elle a commencé. On a besoin de temps pour expliquer. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de temps et qu'on doit vraiment trouver les moyens de passer les messages pour qu'ils soient bien compris et qu'il y ait des décisions qui soient prises. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, en espérant vraiment de faciliter, parce que vous connaissez le CICR, c'est de travailler de manière confidentielle, d'avoir un dialogue privilégié et confidentiel. C'est ce qu'on essaie d'obtenir pour pouvoir vraiment faciliter ce dialogue, cette compréhension mutuelle, pour pouvoir avoir un impact humanitaire sur le terrain. Parce qu'une fois encore, ce que les organisations humanitaires peuvent faire au-delà de la mobilisation, ça reste le sommet de l'iceberg. Le reste, ce sont des décisions politiques. Très rapidement, si les choses ne se débloquent pas, est-ce que vous envisagez un retrait du Yémen? Non. On a décidé de rester. MSF et le CICR sont les 2 seules organisations qui ont décidé de rester avec l'ensemble des collègues expatriés, parce que justement, on a cette acceptation, parce qu'on savait qu'on allait avoir cette valeur ajoutée, et que dans la balance toujours très délicate de la valeur ajoutée de la présence par rapport aux problèmes sécuritaires, on avait un intérêt à rester. On va rester, on a un besoin de rester pour voir ce qui se passe, pour faire de la mobilisation et pour pouvoir intervenir directement par rapport aux victimes aussi. Cédric Schweizer, merci beaucoup de nous avoir informés sur la situation, en effet, fort préoccupante au Yémen. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur notre chaîne. Restez-y pour plus d'informations.